Promesse de soutien de François Hollande au nouveau gouvernement irakien, c'était lors de sa rencontre à Bagdad avec son homologue Fouad Massoum. Non au référendum sur l'indépendance en Écosse, tel s'exprime Nigel Farage, le dirigeant du parti UKIP. John Kerry continue la mobilisation au Moyen-Orient pour établir une coalition visant à affaiblir et détruire l'État islamique. Heureuse de vous retrouver sur SICA. Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité. Le président français François Hollande, en visite à Bagdad, a rencontré hier son homologue Fouad Massoum. Occasion pour François Hollande de promettre le soutien de la France au nouveau gouvernement irakien composé démocratiquement. En marge de cette visite, François Hollande est allé à la rencontre de réfugiés chrétiens à Erbil, capitale du Kurdistan autonome, où des centaines de milliers d'Irakiens ont trouvé refuge fuyant l'offensive de l'État islamique dans le nord de l'Irak. Le point de la visite dans ce reportage. Un avion avec 15 tonnes d'aide humanitaire, une revue de troupes. François Hollande est le premier président reçu à Bagdad depuis la formation du nouveau gouvernement irakien. Tout un symbole. La solidarité de la France, elle est aussi humanitaire et sécuritaire. Vous affrontez un ennemi, un groupe terroriste qui n'a pas de frontières, mais qui a des intérêts maintenant territoriaux. Objectif de la visite, afficher le soutien de la France à l'Irak. La France qui s'est dit prête à apporter plus d'aide militaire, mais sans préciser les moyens qui pourraient être engagés. Nous, Irakiens, nous ne voulons pas entrer dans une guerre avec nos voisins, y compris la Syrie. Et c'est la responsabilité de la communauté internationale de mettre un terme à cette avancée terroriste, cette avancée sanglante qui se déplace depuis le territoire du voisin syrien. Deuxième étape de la visite, Erbil, capitale autonome du Kurdistan. Le président français a rencontré le leader kurde Massoud Barzani, ainsi que des réfugiés menacés par les djihadistes. Un soutien appuyé à Bagdad qui se poursuit lundi. Le président français organise à Paris une conférence internationale sur l'Irak contre le terrorisme. S'agissant de cette conférence internationale que la France organise lundi prochain sur l'Irak à Paris, le secrétaire d'État américain a souhaité que l'Iran n'y participe pas. C'était hier en Turquie où John Kerry a exprimé sa confiance de voir une coalition large se former pour lancer des frappes contre l'État islamique. Cette coalition devrait inclure des pays arabes et européens. Suivons ici John Kerry. Je suis confiant et je pense que ce sera une coalition large avec des pays arabes, des pays européens, des États-Unis et d'autres, afin de contribuer aux différentes facettes de la stratégie présentée par le président Obama pour affaiblir et détruire l'État islamique. La trêve conclue il y a une semaine en Ukraine entre Kiev et les séparatistes pro-russes ne suffit pas pour garantir une paix durable. C'est ce qu'estime le président de la Commission européenne. José Manuel Barroso a fait cette déclaration hier vendredi. En voici un extrait. C'est le premier message que je suis venu porter à nouveau au président Porochenko, mais aussi à travers les différents médias présents au peuple irakien. Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons dans ces temps très troublés. Et aujourd'hui, nous avons discuté de la meilleure façon pour obtenir une solution politique durable au conflit basée sur le respect de la souveraineté de l'Ukraine. C'est notre premier objectif. Une solution politique à ce conflit basée sur le principe de la souveraineté de l'Ukraine. Nous soutenons le plan de paix du président Porochenko. Nous appelons les Russes à montrer le même engagement pour la paix en accord avec les normes et les principes internationaux.
Une information en bref à présent dans cette édition. L'ancien Premier ministre UMP Jean-Pierre Raffarin a annoncé hier sa candidature à la présidence du Sénat. Qui sera libre le 28 septembre prochain après le renouvellement partiel de la Haute Assemblée. Si les grands électeurs de la Vienne me renouvellent leur confiance, je serai candidat à la présidence du Sénat, a déclaré Jean-Pierre Raffarin, qui remet en jeu son siège de sénateur. Deux autres candidats UMP se sont déclarés pour tenter de succéder à l'actuel président Jean-Pierre Bel, issu du PS. Il s'agit de Gérard Larcher, qui a déjà occupé le poste, et Philippe Marini, président de la Commission des Finances. Puis, en Écosse, le référendum organisé le 18 septembre a ouvert une brèche dans les fondations du Royaume-Uni, dont l'avenir sous sa forme actuelle pourrait être remis en cause, que les Écossais votent oui ou non pour l'indépendance. La question se pose alors de savoir si l'Écosse est prête à être indépendante et combien de temps faudra-t-il avant que l'Écosse ne devienne effectivement un nouveau pays sur la carte. Notons cependant que l'indépendance va poser beaucoup de défis économiques. Reportage. Si les Écossais votent oui, les changements ne seront pas immédiats. Les indépendantistes eux-mêmes estiment qu'il faudra près de 2 années avant que l'Écosse ne devienne effectivement un nouveau pays sur la carte en mars 2016. Le gouvernement et le Parlement écossais assumeraient alors tous les pouvoirs. L'indépendance va poser beaucoup de défis économiques. La Nouvelle-Écosse aimerait pouvoir garder la livre, mais Londres n'est pas d'accord. Les indépendantistes estiment avoir un levier de négociation, le partage de la dette publique du Royaume-Uni entre les deux pays. Va aussi se poser la question de la répartition du pétrole de la mer du Nord. Si la géographie est le critère, l'Écosse encaissera désormais 91% des revenus. Autre dilemme, les frontières. Un mur témoigne encore du temps où la Grande-Bretagne et l'Écosse étaient deux nations séparées. Elles se sont réunies il y a 300 ans. Les indépendantistes ont promis la libre circulation avec le Royaume-Uni. Encore faut-il qu'ils obtiennent de faire partie de l'Union européenne au même titre que Londres. Faute de quoi, la situation se compliquera et il faudra réintroduire des postes frontières. Enfin, qu'adviendra-t-il de la monarchie? Le SNP se veut fidèle à la reine Elisabeth et se voit entrer dans le Commonwealth, un club d'une 50aine de pays qui tous reconnaissent la reine. Cette dernière, qui possède le château de Balmoral en Écosse, ne s'est pas mêlée au débat politique. Sa fonction le lui interdit. Même si beaucoup dans la presse britannique assurent que la souveraine est horrifiée à l'idée d'un éclatement du royaume. Suite à ce référendum, Nigel Farage se prononce. Le dirigeant du parti populiste et europhobe UKIP s'est rendu à Glasgow pour convaincre les Écossais de voter non au référendum sur l'indépendance. Suivons un extrait de sa déclaration. Tout le monde, à part moi et à part le parti UKIP, veut parler d'indépendance. Mais ceci n'est pas un référendum sur l'indépendance. C'est un référendum sur la séparation d'avec l'Angleterre pour signer un nouveau traité et devenir une province de notre État, l'Union européenne. On ne peut pas être membre de l'Union européenne et être un pays indépendant. C'est impossible et ce que Salmon fait miroiter n'est rien d'autre qu'une totale illusion. Une autre destination dans cette édition, les Boliviens sont également appelés aux urnes le 12 octobre prochain pour les élections présidentielles. En lice pour ce scrutin, il y a 4 candidats parmi lesquels le président sortant, Evo Morales, donne les grands favoris. Les atouts et les chances de la réussite du président candidat à travers cet élément. À un mois des élections générales en Bolivie, Evo Morales, premier président indigène du pays, élu pour la toute première fois en 2005 et candidat à sa propre succession, est toujours en tête des intentions de vote. Si l'on s'en tient au sondage de ces dernières semaines, Morales est crédité d'entre 41 et 59% des voix dès le premier tour. Ce serait alors son 3e mandat à la tête de l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Les différentes enquêtes lui donnent également un avantage d'au moins 25 points sur celui qui devrait être son principal rival, l'homme d'affaires du centre-droit Samuel Doria Medina. De quoi envisager une victoire écrasante et même espérer conserver les 2 tiers du Parlement. En avril dernier, la Cour constitutionnelle de Bolivie a autorisé
Le président Evo Morales a se représenté en 2014, estimant qu'il s'agissait là de la toute première réélection d'Evo Morales en vertu d'une nouvelle constitution approuvée en 2009. Une décision à laquelle sont opposés ses adversaires. Doria Medina a appelé l'opposition à se rassembler autour d'un seul et même candidat, seule façon selon lui pour détrôner Evo Morales, dont la cote de popularité semble plus que jamais au meilleur de sa forme. En Hongrie, le village de Cerdi, à 250 km au sud de Budapest, renaît de ses cendres. Ce, grâce aux initiatives d'un jeune maire d'origine rome. Gangréné par le chômage et la criminalité il y a quelques années, Laszlo Bogdan a réussi à endiguer le chômage en remettant ses citoyens au travail, en décidant de réduire les aides sociales et en proposant en échange de travailler dans la coopérative agricole communale qu'il a créée. Les images. Tournée d'inspection pour Laszlo Bogdan, le maire de Cerdi, sur l'exploitation agricole de la commune. Dans ce petit village au sud de la Hongrie, où plus de 50% des habitants sont roms, Laszlo a lancé un projet original pour sortir les gens de la pauvreté. Il a créé une coopérative agricole qui emploie 73 personnes à temps plein. Les 12 hectares de terre communale produisent désormais tomates, oignons et paprikas, des légumes vendus ensuite sur les marchés alentours. Les gens ici ne croyaient pas à ce projet. Ils disaient, si tu veux des tomates ou du paprika, tu n'as qu'à les acheter à la supérette. Mais un an plus tard, sur tous les marchés alentours, on nous considère comme les meilleurs producteurs avec les meilleurs produits et les vendeurs les plus sympathiques. Avant son arrivée à la tête du village en 2006, 98% de la population était sans emploi et plus de 600 délits étaient recensés chaque année. Aujourd'hui, tout le monde travaille, chacun gagne 200 € par mois, soit 3 fois plus que les minima sociaux. Un véritable changement dans la vie des 430 habitants du village. C'était un véritable désastre ici avant. Il y avait des barreaux aux fenêtres de la mairie et maintenant, ces barrières ont été enlevées. Nous n'avons pas peur maintenant des vols. Les gens ont totalement changé. Ils vont au travail maintenant, se lèvent le matin, vont au travail, rentrent le soir. Ils vivent une vie normale. Laszlo nous a montré que si on travaille dur, on peut le faire. On ne peut pas vivre du chômage ou des aides sociales. Seul le travail nous sauve vraiment de la misère. Pour en arriver là, Laszlo Bogdan se bat chaque jour contre les mauvaises habitudes. Il surveille les finances de chaque famille dont il accroche les bilans comptables au plafond de la mairie et ne supporte aucun relâchement dans le travail de ses employés. Une méthode radicale et un discours sans concession sur les travers de sa communauté. Les gitans ont tendance à blâmer les autres et à quémander du pain. Je ne suis pas d'accord avec ça, avec ce comportement qui consiste à lever ses mains et attendre que quelqu'un veuille bien y mettre quelque chose et que l'on en fasse une stratégie pour vivre. Je veux que cela change. C'est pourquoi je vais regarder dans les poubelles des uns et des autres. Fais attention à ce qu'ils dépensent et gagnent. Que j'ai le droit ou non de le faire n'est pas important. Derrière la réhabilitation socio-économique de son village, Laszlo cherche surtout à combattre les préjugés qui frappent les membres de sa communauté trop souvent assimilés à des voleurs ou des criminels. À Cerdi, les gens ne récoltent pas seulement les fruits de leur travail, ils ont reconquis leur dignité. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retenez que l'information est en continu sur Sika.